Bonjour, je suis Pascal Piquet, coach de réussite et aujourd'hui je vous entraîne à courir vite. Oui, pas pendant le confinement. Mais le sujet d'aujourd'hui, pour la 30e vidéo, ça fait 30 fois que vous avez la gentillesse ou la patience ou le plaisir de m'écouter, et bien pour cette 30e vidéo, je vous entraîne à courir vite pour éviter les mauvaises relations ou afin d'être prudent et conscient. Alors pour commencer, j'aimerais vous partager quelques petits trucs amusants. Tout d'abord, je m'adresse à mes clients. Eh bien, mes chers clients, vous vous souvenez, chaque fois que je vous dis que je suis la tour de contrôle, eh bien soudain, en me préparant, je me suis dit, oh ben ça alors, avec ma casquette d'aviateur et puis mes écouteurs, eh bien j'ai vraiment l'impression d'être votre tour de contrôle. Alors pas pour ceux qui ne sont pas mes clients, pas du tout pour contrôler mes clients, mais parce qu'ils savent que s'ils sont en déperdition, ou si le moteur a dératé, ils peuvent m'appeler et communiquer avec moi, je suis là. Donc, ils savent... en déperdition, pas trop, mais des fois, ils perdent un peu le contrôle de l'avion. Ils savent que je suis là. Parce que moi, je ne leur cours pas après. Donc, les amis, si vous avez besoin de moi, vous savez comment me trouver. Alors, la tour de contrôle est là. Elle veille sur vous. Pour les autres, eh bien, si un jour vous décidez d'être mes clients, et puis pour les nouveaux clients, eh bien voilà, vous connaissez le principe. Mes clients sont des avions, je les aide à décoller. Après, le temps qu'ils aient leur vitesse croisière, je suis là et ils peuvent faire appel à moi quand ils le souhaitent. Alors, petite anecdote pour ceux qui ont fait le coaching VIP, une semaine avec moi ici au Québec, enfin au Canada. Eh bien, mon ami et voisin Jean-Claude, que vous connaissez, eh bien, Jean-Claude, chaque fois qu'il rentre dans un magasin, on l'arrête. Et vous ne devinerez jamais pourquoi. On l'arrête et on lui demande « T'es-tu allé en voyage, toi ?» Alors, en bon français, « Es-tu allé en voyage ?» C'est parce qu'il est bronzé, effectivement. Il nettoie son bois. C'est un bûcheron, donc il est tout le temps à l'air libre. Avec le soleil et la neige, il est bronzé. Alors, pour démontrer, pour prouver qu'il n'est pas bronzé de partout, non, il ne baisse pas son pantalon, il montre juste ses bras. Et on voit qu'il a juste le bronzage bûcheron. Donc c'est amusant pour vous qui le connaissez, mon Jean-Claude national, le conjoint de Joanne. Et ben voilà, c'était l'anecdote. À chaque fois, il est arrêté à l'entrée des magasins et on lui demande s'il vient de voyage, parce que ceux qui ont voyagé doivent rester confinés. Lui, c'est juste du bronzage de bûcheron. Et puis, aussi pour vous faire sourire, un client, Laurent, que je salue, hein, j'avais promis de vous saluer, eh bien Laurent a envoyé une de mes vidéos à des amis qui ont trouvé que j'étais trop affirmative. Bon, allez, les amis, quand on a une confiance en soi et qu'on sait ce que l'on dit, on est affirmatif. Si je vous dis 1 plus 1 égale 2, est-ce que je vais vous dire éventuellement peut-être que, mais je ne veux pas vous imposer, 1 plus 1 égalerait 2. Ou aussi, 1 moins 1, qu'est-ce que vous en pensez, pourrait équivaloir à 0. Eh bien non, 1 plus 1 égale 2, 1 moins 1 égale 0. Et c'est évident, quand vous avez une belle confiance en vous et que vous affirmez ce que vous dites parce que vous en êtes convaincu, eh bien vous bousculez. Et je suis convaincue de ce que je dis pour la plus simple, la plus pure et simple raison. Vous voyez, j'ai encore des problèmes avec mes nouvelles dents qui s'organisent. Pour la plus pure et simple raison que je vis du bonheur. Alors les personnes qui viennent une semaine avec moi le savent, elles vivent la même vie que moi, donc elles se rendent bien compte que je suis heureuse. Et c'est ce bonheur-là que je vous transmets, parce que je suis sûre que ça fonctionne, puisque ça marche avec moi. Souvenez-vous que les gens heureux font toujours la même chose pour être heureux. Ils prennent soin d'eux et ils s'aiment. Et les gens malheureux font toujours la même chose. Ils ne prennent pas soin d'eux ou trop, les dominateurs, ou alors ils ne s'aiment pas ou trop, les dominateurs encore. Alors, et puis vous vous souvenez aussi de la petite chanson que je vous ai mise, c'est trop mignon, parce que oui, la confiance et l'estime sont la réponse à tous les maux des êtres humains, comme le sirop typhon. Typhon, 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 le sirop typhon, typhon, typhon. C'est bien mignon, non ? Moi je l'aime bien, parce que c'est vrai en plus, c'est vrai, la confiance et l'estime sont la réponse à tous les maux des êtres humains. Donc du coup, quand vous avez une belle confiance, une belle estime de vous, une belle confiance, hein, une belle estime de vous, eh bien, tout va bien, vous flottez. Et oui, et voilà. Et aujourd'hui, on va aborder un sujet très précis. Donc, mon cher Laurent, n'envoyez pas cette vidéo à vos amis aujourd'hui. Ils vont être fâchés encore une fois. Parce que ce que je vais affirmer, je vais l'affirmer une fois de plus. Parce que j'en connais les pièges et vous allez comprendre ce que je vous dis.
En fait, ce sujet m'était inspiré par Lydia. Alors voilà, Lydia m'envoie ce message. Bonjour cher Pascal, j'aimerais savoir si vous avez un livre ou une ressource à me conseiller pour la situation suivante. Je suis depuis 4 mois en relation avec un homme qui est veuf depuis juillet 2019 et qui me plaît beaucoup à tout point de vue. Jusque-là, ça va. Il y a cependant des choses dans son comportement qui me semblent étranges, comme m'interdire de rentrer dans la chambre parentale, mettre une photo de sa défunte femme en fond d'écran sans chercher à le cacher, ou encore porter son alliance. Je m'interroge sur le processus du deuil de ce conjoint, sa durée, et je me demande où je dois mettre le curseur. Où s'arrête le deuil normal et où commence le deuil pathologique? Elle rajoute, et bien que j'ai fait des progrès sur le plan de l'amour et de l'estime de soi, je reste toujours sur mes gardes. Qu'en pensez-vous? Et vous, qu'en pensez-vous? Aujourd'hui, nous allons aborder 20 raisons. Allez, hop, 20 raisons. 20 raisons de courir vite pour éviter de mauvaises relations ou d'être prudent et conscient. Parfois, effectivement, quand Lydia parle du curseur, eh bien, c'est à vous de le mettre où vous le souhaitez. Quand je vous parle du couloir de natation, c'est à vous d'en déterminer les limites. En fait, c'est pas vrai que tout est blanc ou tout est noir avec Pascal Piquet. Le curseur, vous le mettez où vous voulez. Mais 1 plus 1 égale 2 et 1 moins 1 égale sûr. J'étais nulle en maths, mais ça, je l'ai retenu. Donc, vous mettez le curseur où vous voulez. Alors, pour ces 20 raisons, d'abord, je tiens à vous dire, à vous répéter, que l'échec n'existe pas à partir du moment où vous en retirez l'expérience. Comme disait Einstein, la vraie folie, c'est de faire toujours la même chose qui ne produit rien et d'en attendre un résultat différent. Bien évidemment, quand vous faites une expérience, il faut en retirer la substantifique moelle, comme disait Rabelais, et d'une expérience à l'autre, ça vous apporte, on va dire, des statistiques pour comprendre le profil, par exemple, des gens que vous attirez et réaliser pourquoi ça ne fonctionne pas. Évidemment, au bout de plusieurs expériences, il est temps d'en tirer des conclusions, n'est-ce pas? Et pas de recommencer inlassablement à vous écorcher, parce que vous savez que votre confiance, elle va finir comme ça. Et oui, d'échec en échec, si vous n'en tirez pas les leçons, c'est comme ça que ça va finir. Donc, posez-vous les bonnes questions. Et il n'y a pas d'échec, il n'y a que des expériences. Bon. À partir de cette expérience, eh bien, celle que je vous ai donnée, pour commencer, entamer une relation, on fait une petite révision, vous posez les 5 questions. Je ne reviendrai pas dessus. Vous posez les 5 questions pour savoir si la personne est en dépendance affective, n'est-ce pas? Si elle a une belle confiance, une belle estime ou si ça pêche. Et vous regardez votre tableau de bord d'avion. Hein? Pour commencer. Alors, une personne, ça va vous paraître idiot, hein? Mais une personne qui est en couple, on n'y touche pas. Et non. C'est terrible, hein, ça, là, vous comprenez pas. Si vous bouffez dans la gamelle d'un autre, vous allez prendre un coup sur le museau. Est-ce que ça vous parle? Parce que forcément, quelqu'un qui est déjà en couple, eh bien, c'est une personne qui est engagée, ne serait-ce qu'en respectant vos belles valeurs, vous n'êtes pas censé aller manger dans cette gamelle-là. Je sais que parfois, ça peut arriver, 2 personnes en couple, ou 2 personnes, pas en couple, une en couple, l'autre pas en couple, peuvent avoir un coup de foudre. La meilleure des choses à faire, c'est vous poser des questions. D'abord, pourquoi vous êtes dans le coup de foudre avec une personne en couple, et vous, la personne en couple, pourquoi vous avez un coup de foudre pour quelqu'un d'autre? C'est très certainement parce que quelque chose ne va pas dans votre couple, parce que l'être humain est essentiellement monogame, n'en déplaise à ceux qui revendiquent le polyamour, la polynévrose, l'être humain est monogame. Quand on est comblé par quelqu'un, il ne nous vient pas l'idée d'aller en voir un autre. Peut-être que ça vous est jamais arrivé, mais je vous promets que quand ça vous arrivera, vous verrez que les autres se transforment en lampadaires. Et oui, parce que vous êtes encore une fois comblé. Alors, pourquoi est-ce que vous tombez amoureux ou amoureuse attaché, pourquoi vous attachez-vous à une personne déjà en couple, déjà engagée, et vous en couple, pourquoi vous êtes en train de vous laisser entraîner dans un attachement avec quelqu'un qui est célibataire ou pas, mais qui vous sort de votre couple? Un autre point aussi assez important,
Quand vous êtes en couple, n'allez pas vers quelqu'un d'autre, marié ou pas, n'est-ce pas? Réglez vos affaires d'abord. Alors la bonne solution, quand vous avez un coup de foudre et quelqu'un qui est engagé, ou vous êtes engagé, vous avez un coup de foudre pour quelqu'un d'autre, eh bien, posez-vous des questions, et puis réglez vos affaires avant d'entamer quoi que ce soit. On ne pourra jamais vous reprocher, si vous réglez vos affaires avant d'entamer quoi que ce soit, d'avoir brisé le couple, c'est parce que vous aurez fait une introspection, vous aurez constaté que le couple ne fonctionne pas, et ensuite vous entamez une autre relation, ce qui fait que normalement, vous êtes clean, et on ne peut pas vous revenir dessus, les enfants ou la famille ou l'entourage, vous avez déjà prévenu que ça ne fonctionne pas dans le couple, vous partez célibataire, vous réfléchissez sur vous, et après vous entamez la relation avec l'autre personne. Donc, on ne touche pas à une personne en couple. Quand on bouffe dans la gamelle d'un autre, il ne faut pas s'étonner de prendre un coup sur le museau ou sur le nez. Ensuite, on ne prend pas non plus une personne qui sort d'une relation. Quand on sort d'une rupture, il y a un deuil à faire. Ne vous en déplaise, il y a un deuil, le deuil des habitudes, le deuil de tellement de choses, le deuil du fantasme que vous avez tricoté autour de la personne. Donc on ne touche pas une personne qui sort d'une rupture parce qu'elle est démolie, vous allez servir de pansement ou de rebound, c'est-à-dire que la personne, elle va se remettre d'aplomb avec vous, puis après elle va s'en aller avec une autre. Ce n'est pas une bonne idée de prendre une personne qui n'a pas fait le deuil de sa relation. Encore une fois, vous ferez ce que vous voulez, hein. Mais moi, je préfère vous dire que ça ne va pas marcher. Mais si vous ne me croyez pas, expérimentez. Et vous verrez où ça vous mènera. Parce qu'une personne qui n'a pas fait son deuil, vous êtes 3 dans le couple. Et oui, il y a vous, il y a la personne, et puis il y a l'ex, qui reste dans la tête. Donc il y a plein de souvenirs qui vont remonter, des pop-up, et vous serez 2, non 3 sur le coup. Attention, encore une fois, faites ce que vous voulez. Donc une personne qui sort d'une relation, qui n'a pas fait son deuil, qui est peut-être à moitié démolie ou complètement démolie, que vous voulez sauver, vous allez devenir le desperado, la personne le trou noir, et de toute façon, ça ne mènera à rien, parce que, eh bien, elle n'est pas équilibrée, vous ne l'êtes pas non plus, parce qu'attiré par une personne qui est en souffrance après une rupture, ben, vous n'êtes pas équilibré, vous êtes appuyés l'un sur l'autre, et quand la personne va s'en aller, c'est vous qui allez vous péter la figure. Moi, comme on dit à Paris, je dis ça, je ne dis rien. Ensuite, une personne qui est sous la domination de son ex. Aïe aïe aïe, la personne qui est à plat ventre devant l'ex, et quand l'ex téléphone pour ceci ou cela, vous voyez votre nouvelle relation d'étaler comme un lapin et se mettre à plat ventre devant l'ex. Ça, c'est pas bon non plus, vous êtes 3 une fois de plus. Et de même, si cette nouvelle relation n'est pas capable de faire tampon entre l'ex et vous, et que l'ex vous agresse assez facilement, et encore jaloux ou jalouse, c'est pas une bonne idée non plus. Ça va forcément semer la zizanie dans le couple. Il faut que la personne règle ses affaires. Donc qu'elle sache remettre son ex à sa place, que ce soit définitif, que ce soit ferme, qu'elle soit claire dans ses limites, parce que sinon, c'est vous qui allez être obligé de vous battre contre l'ex, sans l'appui de votre nouvelle relation, et ça va finir en jus de boudin, c'est clair. Donc, quand la personne, votre nouvelle relation, est sous la domination de l'ex, c'est pas bon non plus. Et on en vient aussi, quand on parle d'un couple à 3, à ma chère Lydia qui me pose la question, que se passe-t-il avec cet homme qui refuse qu'elle entre dans la chambre conjugale de ce monsieur qui est veuf? Eh bien, on comprend très bien que ce monsieur veuille garder son territoire, mais ça signifie simplement qui n'a pas fait son deuil, effectivement. Et comme vous le dites, Lydia, c'est pathologique dans l'instant, c'est parce que tout ce qui vous est refusé, cette espèce d'hôtel à sa défunte femme en fond d'écran, la chambre qu'on ne peut pas pénétrer, sans jeu de mots, et puis l'alliance qu'il garde aussi, ça veut dire que vous êtes la maîtresse en fait. Vous vous servez de maîtresse, mais pas de conjointe. Il n'a pas la place pour vous, il ne l'a pas encore faite, et son deuil n'est pas terminé. Donc la bonne idée, c'est de le laisser terminer son deuil, et vous, de passer à autre chose, et de voir... Ne vous dites pas, je vais attendre qu'il le fasse, on ne sait pas combien de temps ça va prendre. Si vous considérez que vous n'avez pas de temps à perdre, il serait peut-être mieux de passer votre chemin. Il faut respecter le deuil de cet homme. Alors il y a des gens qui vont faire un deuil dans un certain laps de temps, et il y en a d'autres qui ne le feront jamais. Donc vous vous aventurez sur un terrain glissant, vous allez être sa maîtresse, vous allez être la maîtresse d'un homme qui est veuf. Eh oui. On peut aussi être la maîtresse ou l'amant de quelqu'un qui est séparé, qui a un ex, mais qui pense toujours à l'ex. Et l'ex passe toujours avant vous. Donc du coup, dans un cas comme dans l'autre, encore une fois, vous êtes 3. C'est plus un couple, c'est un trouble. C'est la nouvelle façon de parler de personnes à 3. Là, c'est un trouble. Donc la personne veuve,
ça peut être compliqué, laissez-la faire son deuil, et puis si vous rencontrez quelqu'un qui est veuf ou qui est une personne veuve, eh bien assurez-vous qu'elle ait fait son deuil. Assurez-vous de ça. Vous ne pouvez pas vous battre contre un fantôme. Définitivement pas. Attention aussi à une personne workaholic, addict au travail. Ça va se savoir tout de suite. Regardez un petit peu si elle a du temps pour vous, ne serait-ce que pour les premiers rendez-vous. Vous allez voir si elle vous réserve de l'espace ou pas. Et si c'est tout le temps, ah, j'ai pas eu le temps, je ne peux pas, oh, j'ai une chose de dernière minute, et qu'elle vous repousse, eh bien c'est clair, elle est en train de vous dire qu'elle n'a pas de temps pour vous. Alors entendez-le. Vous pouvez toujours essayer, mais ça va mal finir. Comme vous voulez. Une personne séductrice. Vous le voyez tout de suite, une personne séductrice. Au premier rendez-vous, vous allez au restaurant, homme ou femme, vous voyez bien que la personne se tord le cou pour regarder quelqu'un qui passe, ou regarde par-dessus votre épaule, ou fait du charme au serveur ou à la serveuse. On s'entend qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que quand on est un adulte mature, j'allais dire vacciné, mais on ne parle pas de vaccin aujourd'hui, quand on est majeur et vacciné et adulte, eh bien, on se concentre sur la personne qu'on a en face de soi, parce qu'on est dans un premier rendez-vous, même dans tous les autres rendez-vous, et il n'est pas question de regarder les autres, et d'attirer l'attention des autres. Alors à partir de là, si la personne n'est pas vraiment focusée sur vous, dans la volonté de vous connaître, de vous apprécier, d'en découvrir sur vous, eh bien, passez votre chemin. Vous allez le savoir tout de suite. Les regards qui passent, qui courent partout, la personne qui vous écoute pas, qui est distraite, ça ne présage pas d'un bel avenir. Donc, séducteurs et séductrices, je vous conseille de courir quand vous en rencontrez un ou une, parce que vous allez passer de sales quarts d'heure. Il y a aussi la personne qui se cherche sexuellement. Et oui, dans ma clientèle, j'ai des personnes homosexuelles qui croisent une personne hétéro qui ne sait pas si elle est homosexuelle, une personne homosexuelle qui se demande si elle est hétéro. Eh bien, c'est aussi un terrain glissant. Parce que la personne peut venir avec vous puis se rendre compte que finalement, c'est pas sa définition d'orientation sexuelle, et hop, elle s'en va. Assurez-vous que la personne ait une orientation définie. Si elle est bi, à ce moment-là, regardez si ça peut vous convenir, ou si elle est vraiment en faveur d'une relation et d'un engagement envers vous. Soyez prudent. Validez simplement que la personne est vraiment dans sa sexualité, engagée envers vous, et que ça n'est pas un test ou un essai. Parce que quand c'est un essai, il y en a un qui se retrouve le bec dans l'eau. Évidemment, on a parlé des addictions. Que faire d'une personne qui commande 3 bières au premier rendez-vous au restaurant en apéritif? Elle les commande les 3 en même temps, hein, pas une après l'autre. Donc là, il y a un petit voyant lumineux rouge qui s'allume, et puis la personne, elle boit une bouteille de vin sous votre nez. Et le pire, c'est qu'elle n'est même pas saoule. Là, il y a de quoi se faire du mouron. Il y a une addiction, parce qu'en même temps, si à la première relation, elle ne camoufle pas son addiction, qu'est-ce que ça va être au bout de 5 ans ou au bout de 10 ans, même au bout de 6 mois. Donc, soyez prudents. Observez la personne. Observez-la. Est-ce qu'elle a une propension à boire beaucoup? Quels sont ses comportements vis-à-vis de l'alcool? C'est difficile de demander à quelqu'un pendant un premier rendez-vous, si vous n'êtes pas au restaurant, qu'est-ce que tu bois toi? Quelle est ta consommation d'alcool? Combien de verres par jour? Mais au restaurant, eh bien vous avez le nez dessus. Alors soyez prudents, parce qu'une personne alcoolique, c'est tout un art de vivre avec, et même ce serait pas une bonne idée. Il faut absolument, si c'est une première rencontre, que vous validiez ça, parce que vous engagez plus avant. Quelqu'un qui devient alcoolique au cours d'une relation, son conjoint ou sa conjointe va l'aider s'il veut bien être aidé. Mais une personne qui l'est déjà, c'est vous qui choisissez. Vous mettrez le curseur où vous le souhaitez. Évidemment, c'est pareil pour la drogue ou pour le jeu. Une personne qui joue beaucoup aux courses, par exemple, ou à quel que soit le jeu, les jeux de hasard ou peu importe, vous savez déjà que l'argent va manquer à un moment donné. Parce que quand on a la compulsion au jeu, on croit toujours qu'on va se refaire. Vous savez que je viens du milieu des chevaux de course, et que j'en ai croisé des joueurs compulsifs qui pensaient toujours que dans la prochaine course, ils allaient se refaire. Ils empruntaient de l'argent à tout le monde en disant « tu vas voir, là dans la prochaine, j'ai un tuyau, je vais me refaire », comme on disait à l'époque. Eh bien, ils ne se refaient pas du tout, ils s'enfoncent dans les dettes, et après, il finit à la rue. Alors attention. De toute façon, quelle que soit la compulsion que vous pouvez constater dans une nouvelle relation, eh bien,
courez, parce que vous allez au-devant d'ennui, vous n'êtes pas encore attaché. Si vous n'avez pas couché avec, l'ocytocine n'a pas encore fait son effet, les neurones sont encore toutes présentes, il n'y en a pas qui se sont désactivés parce que le sexe était bon. Donc profitez-en pour courir vite. N'allez pas chercher plus loin, parce que vous allez le payer. Alors tout ce qui est addiction ou achat compulsif, enfin bref, on ne reviendra pas là-dessus, il y a des vidéos là-dessus. Vous avez vraiment à être vigilant, observer les comportements de la personne pour détecter s'il y a quelque chose qui vous interpelle. Et puis, évidemment, il se peut que vous croisiez une personne qui est dans les AA, les alcooliques anonymes, ou les narcotiques anonymes, NA. C'est une personne qui a vraiment voulu arrêter de boire, et souvent on me dit, qu'est-ce que je fais? La personne est aux alcooliques anonymes ou aux narcotiques anonymes, elle a eu un grave problème d'alcool ou de drogue, elle a réglé ça, ça fait X temps qu'elle ne consomme plus, mais j'ai peur qu'elle recommence. Ça là, c'est vous qui mettrez le curseur où vous le souhaitez. Demandez à la personne ce qu'elle a travaillé. Chez les alcooliques anonymes, les narcotiques anonymes, on va travailler beaucoup de choses, mais demandez-lui où elle en est de sa confiance et de son estime et de ses blessures, si elle les traîne encore ou si elle les a réglées. Parce que la personne qui les a réglées, eh bien, elle ne retombera pas dans les addictions. La personne qui les a pas réglées, elle est sur le fil du rasoir. Un jour, j'assiste à une conversation de deux de mes clients, j'avais organisé un événement, et l'un dit à l'autre, moi, une femme comme Pascal Piquet, j'en voudrais pas, elle a failli tuer 2 hommes, elle va peut-être tuer le 3e, et en plus, elle est tombée dans l'alcool. Le second lui répond, ben non, moi au contraire, je la trouve incroyable. Oui, elle a failli en tuer 2, mais parce qu'elle était vraiment très en colère et elle était en dépendance affective, et elle est tombée dans l'alcool effectivement, mais aujourd'hui, elle boit raisonnablement. Donc je la trouve assez forte d'être sortie de tous ses tourments. Lequel a raison? Les deux, parce que si vous vous mettez dans les chaussures de celui qui a peur, eh bien oui, il a peur que je retombe dans l'alcool ou que je le tue. Donc si vous avez peur que la personne retombe dans ses compulsions, éloignez-vous. Ou si vous la trouvez formidable de s'être battue contre ses compulsions et que vous constatez qu'elle a fait un vrai travail sur elle et que maintenant elle est d'aplomb, bravo, bravo, tous les lauriers lui reviennent parce que c'est un combat vraiment difficile que se battre contre ses addictions. Donc, si vous avez peur, partez. Si vous trouvez que la personne est extraordinaire, eh bien, et si vous avez validé qu'elle a travaillé sur elle, eh bien, c'est une belle relation parce que c'est une personne qui a travaillé sur elle, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Donc à partir de là, c'est vous qui décidez. Mais soyez prudents. Et si jamais vous entamez la relation et que vous êtes équilibré, eh bien vous savez que vous serez capable de débarquer si la personne retombe dans ses compulsions. La plupart du temps, ce dont vous avez peur, c'est de vous retrouver happé par la relation et de ne pas réussir à en sortir. Eh bien, si vous avez confiance en vous, vous savez que si la personne enfreint vos valeurs ou vos règles, vous saurez tirer votre révérence. C'est ce que je vous souhaite. Une personne dont la mère est envahissante, hein? Les garçons là dont maman vient faire le ménage pendant que vous êtes en train de batifoler dans la cuisine, pouf, vous voyez la mère passer avec le panier de linge propre sous le bras. Attention, quand la mère est envahissante ou la famille est envahissante et que la personne, votre nouvelle relation est à plat ventre devant sa famille ou sa mère ou qui que ce soit, ou même l'ex, hein, attention. C'est qu'elle ne se respecte pas, elle ne se fait pas respecter, et donc cette famille-là pourra vous rouler dessus, elle ne s'interposera pas, votre nouvelle relation. Donc attention, c'est pas une bonne idée non plus. Une personne dont les enfants sont mal élevés à vos yeux, parce que là c'est toujours une question de curseur, hein, mais si vous trouvez que les enfants de votre nouvelle relation sont mal élevés, ou qu'ils vous rejettent, qu'ils sont désagréables et discourtois avec vous, 3 raisons de se disputer, 3 raisons principales de se disputer en couple: le sexe, l'argent, et l'éducation des enfants. En famille recomposée, c'est pas facile si vous n'avez pas les mêmes valeurs et la même méthode d'éducation. Ça va faire des étincelles, ça c'est sûr. Donc, si vous trouvez que cette personne a des enfants mal élevés, oups, ça va être assez compliqué. Une personne qui a de graves problèmes d'argent. Pas uniquement joueur compulsif ou joueuse compulsive, mais une personne qui a une instabilité financière. Ça va faire l'effet des vases communicants. Je sais de quoi je parle, j'ai mis 15 ans à rembourser mes dettes, donc là, c'est aussi de l'expérience, et je suis sûre de moi. Eh bien, une personne qui a des difficultés financières permanentes,
et qui a un problème avec l'argent, eh bien, ça va faire l'effet des vases communicants. C'est vous qui allez, comme on dit en France, cracher au bassinet. C'est vous qui allez colmater les brèches, reboucher les trous, et c'est vous qui finirez sur la paille. Et l'autre, de toute façon, n'aura pas plus d'argent parce qu'il aura dépensé tout le vôtre. Alors, attention. La stabilité financière, c'est également une preuve de stabilité à tous les niveaux. Alors quelqu'un qui a une stabilité financière, c'est de bon augure. Quelqu'un qui a une instabilité financière, qui est couvert de dettes, qui s'endette en permanence, qui fait des achats compulsifs, qui ne sait pas garder son argent, qui ne sait même pas tenir un budget, bon courage. Moi j'ai donné, c'est le cas de le dire, ça ne m'intéresse plus. Une personne violente et colérique, ça c'est un trou noir affectif, vous reconnaissez les symptômes. Une personne violente et colérique, vous allez le voir tout de suite. En conduisant, elle fait ce qu'on appelle ici de la rage au volant. Alors ça, c'est un symptôme. Et puis, voir comment elle se comporte envers les serveurs et serveuses lors du premier rendez-vous au restaurant. Voir comment, tout simplement, étudier-la, observez-la. Regardez si elle est calme, si elle est respectueuse envers les gens que vous croisez, ou si elle est colérique, impatiente et irrespectueuse. De même qu'une personne soumise, c'est pas une bonne idée non plus, c'est une desperado, c'est-à-dire quelqu'un, vous la voyez servir d'esclave à tout le monde, vous la voyez courir et voler pour sauver tout le monde aussi, elle ne se respecte pas, ça va vous agacer. Alors vous allez essayer de lui montrer qu'il faut qu'elle se respecte, elle ne le fera pas, et au bout du compte, c'est vous qui finirez par la laisser parce que c'est son choix de vie, et quelqu'un qui a ce genre de comportement, le tapis welcome ou le paillasson, eh bien ça n'est pas une relation équilibrée. Vous allez finir par, à force de la secouer, c'est vous qui allez l'agacer, et ça finira comme ça doit finir, en jus de boudin. Une personne qui ne veut pas d'enfant si vous en voulez, ou une personne qui veut des enfants et vous n'en voulez pas, ah ben ça là, accordez vos violons, parce que ça ne marchera pas non plus. Ça c'est clair, vous allez être frustré. Celui qui en veut pas, il va s'en faire un dans le dos, et celui qui en veut, il va penser qu'il va réussir à convaincre celui qui en veut pas. C'est mal parti. C'est mal parti. Un enfant, c'est tellement extraordinaire, c'est le fruit de l'amour, n'est-ce pas? Pas le fruit de la névrose. Bon, on peut avoir des enfants qui sont le fruit de la névrose, et on les aime pour autant. Néanmoins, validez, si vous voulez des enfants, que c'est important pour vous, validez que la personne en veut aussi, ou qu'elle n'en veut pas aussi. Ça, c'est important. Par rapport à la religion aussi, la religion, ça peut être un sujet de friction. Soyez prudents, la religion et la spiritualité. Avoir la même spiritualité et ou la même religion, la spiritualité c'est la philosophie de vie, puis la religion c'est la religion. La religion peut être une spiritualité, mais on peut aussi avoir une spiritualité sans tomber dans une religion. Alors, accordez vos violons, sinon ça va être la catastrophe, vous allez avoir des discussions assez sévères et assez violentes parce que vous ne serez pas d'accord sur certains sujets, et en plus l'éducation des enfants va devenir compliquée. Si vous n'avez pas la même religion, dans quelle religion les enfants vont grandir, comment ça va se passer? Parlez-en avant le coup, parce que une fois que vous avez des enfants, ça devient compliqué. Et puis une personne anxieuse, une personne qui fait vraiment beaucoup d'anxiété, eh bien demandez-lui déjà de régler ça, parce que si elle fait beaucoup d'anxiété, vous allez être un meuble. Vous allez vivre à côté de quelqu'un qui ne vous considère pas. Vous allez être une espèce de pansement, une espèce de béquille. Mais l'anxiété, il faut que vous compreniez que ça fait mal aux dents. C'est un mal de dents terrible où vous n'êtes plus connecté à personne. C'est une souffrance intérieure. Et résultat, vous n'avez pas de patience, enfin la personne n'a pas de patience, la personne anxieuse n'a pas de patience. Si vous êtes anxieuse vous-même, réglez ça avant d'entrer en relation, ne vous servez pas de l'autre comme d'une béquille, et si vous êtes vous bien avec vous-même, alors à ce moment-là, ne prenez pas quelqu'un qui est très anxieux, parce que vous allez essayer de le sauver, plus vous allez lui en donner, plus il va en demander, desperado trou noir, et de toute façon l'anxiété c'est pas comme ça que ça se règle, il faut travailler sur la confiance et l'estime, et oui, une fois de plus, le sirop typhon. La confiance et l'estime. Eh bien, avec toutes ces précautions, je dirais, donc je vous propose d'être prudent, d'être très très prudent, parce que si vous avez encore le choix de vous reculer dans un début de relation parce que les voyants lumineux rouges clignotent, eh bien, vous l'avez beaucoup moins une fois que vous êtes complètement pris dans la relation et que vous refusez de voir les voyants lumineux clignoter. Alors, si vous êtes en pleine confiance et que vous êtes un célibataire heureux, ne vous approchez pas de quelqu'un qui est -1, parce que votre confiance
elle va être complètement effilochée. Alors, voilà la fin de cette vidéo. C'est encore un plaisir. J'espère que vous aurez compris beaucoup de choses. Et puis, on se revoit demain. Et en attendant, nous fermons la porte au virus parce que vous voulez sortir plus fort et plus grand et en bonne santé. À demain.